va donc passer à la première situation. Mesdames et messieurs, la Cour. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs les avocats, nous allons juger maintenant d'une situation qui nous a appelés et qui est celle de M. Gérard Lubin, ici présent. M. Lubin, 40 ans, vit en foyer de vie. Il est en situation de handicap physique pour une paraplégie. Il nous dit s'être plaint régulièrement dans son institution, depuis plusieurs années, du fait qu'on entre dans sa chambre sans lui demander sa permission, qu'on le critique pour afficher sur les murs telle ou telle image qui lui plaise. On lui retorque régulièrement que s'il n'est pas content, il n'a qu'à trouver un logement ailleurs de l'institution, mais que comme il est hébergé à l'institution, il n'est pas vraiment chez lui, et qu'il doit donc se soumettre aux règles communes. Ce qui a déclenché la plainte de M. Gérard Lubin, c'est que lors de vacances où il était parti et qu'il avait quitté l'institution, sans qu'on lui demande et sans qu'on l'avertisse, il s'est rendu compte en rentrant qu'on avait hébergé un autre résident dans sa propre chambre. Et en reprenant sa chambre, il s'est aperçu qu'un certain nombre d'objets avaient disparu, dont un DVD à contenu certes pornographique, mais qui lui appartenait. Il a demandé la restitution de cet objet et il lui a été répondu par l'institution qu'il n'avait pas à posséder ce genre de choses. De plus, devant son opposition et son mécontentement, la direction l'a menacé de mettre fin à sa prise en charge. Donc je demande maintenant au ministère public de caractériser l'infraction. Mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le Président, mon réquisitoire va se dérouler en plusieurs parties pour bien comprendre le fondement de la demande du ministère public. Nous commencerons par un petit peu d'histoire, viendront ensuite un peu de morale et même de religion, avant de clôturer les éléments par du droit pour fonder cette demande de condamnation. C'est en 1968 que le législateur a réformé en profondeur le système de protection, instaurant différents régimes. La tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice. Que viennent faire les mesures de protection dans ce réquisitoire? Rien. Absolument rien. Car rien n'indique dans les débats que la victime soit protégée par une telle mesure. Et d'ailleurs, à quoi bon dans le cas présent? La situation de handicap suffit à elle seule à la vulnérabilité de la victime, et nous y reviendrons. Encore de nos jours, et même après les différentes réformes et les différentes lois, comment se décide une mesure de protection? Faisons court. C'est une décision de justice, donc rendue par un magistrat, et après expertise d'un médecin, autrement dit, elle relève de la décision de l'autre et de l'expertise de l'un. De même, comment se décide l'orientation dans un établissement médico-social? C'est une décision d'une commission départementale qui statue après l'expertise d'un médecin et après un certificat médical. Ainsi démontré, mesdames et messieurs les jurés, Monsieur le Président, tant dans la mesure de protection que dans l'admission à établissement, il faut à chaque fois un certificat médical. On ne peut donc pas exclure l'étiquette de la santé, le statut de malade de celui ou celle accueillie. Mais malade de quoi?
Malade de ne pouvoir être maintenu dans un cadre ordinaire de travail ou dans un cadre ordinaire de vie? Un ensemble d'éléments dans la situation de la victime que le secret médical oblige à taire et que de toute façon, dans cette affaire, il ne serait pas nécessaire de décrire. Nous voici face à des arguments qui peuvent justifier l'accueil dans l'institution. D'autant justifié qu'il ne veut, et selon l'expert, il ne peut vivre seul. Enfin, il ne veut ou il ne peut. Sauf en effet ce qui lui est renvoyé trop régulièrement. Tu n'as qu'à trouver un logement. Tu n'es pas chez toi ici, mais hébergé. Et donc tu dois te soumettre aux règles de la vie en communauté. Maintenant, permettez-moi un rappel de la laïcité. C'est inscrit dans la Constitution de la Ve République. Il convient également de rappeler que la laïcité n'interdit pas la référence religieuse dès lors qu'elle ne vient pas faire de prosélytisme ou imposer un fait religieux face à d'autres religions ou à la loi. Ce préalable énoncé, je vais citer un passage de l'Évangile et citer Matthieu, un des évangélistes, chapitre 7, verset 12. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pourquoi ai-je choisi ce passage? Il est important de souligner là d'abord que l'évangéliste commence par ce qu'il aimerait recevoir, avant même de penser à donner. C'est donc là ce qu'il faut souligner, ce que j'ai besoin de recevoir. Et donc, par là, ce que je vous interdis de me donner, de m'apporter. Et si vous voulez traduire ça de façon plus simple, de quoi tu te mêles? Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Août 1789. Cette référence peut vous paraître un peu ancienne, vintage, me direz-vous, mais ils sont libres. Mais sont-ils libres? Ils sont égaux. Sont-ils égaux? Et je pose la question ici, assurément. Sont-ils réellement accompagnés par des institutions qui défendent leurs droits? Est-ce que c'est la faute des salariés? Est-ce que c'est la faute du système dans lequel ils interviennent? Mais nous ne jugeons pas un système. Nous jugeons des faits. Nous ne jugeons pas aujourd'hui les actes de la vie institutionnelle. Nous jugeons un délit. Il vous appartient, mesdames et messieurs les jurés, de dire si cet acte a été commis par ignorance, par inculturation aux droits et aux libertés que cela procure, ou s'il est intentionnellement commis par des salariés qui connaissent le droit grâce à leur formation. En fait, sommes-nous là aujourd'hui face à de la bêtise, de l'ignorance, une faute d'appréciation, ou face à une commission délibérée d'un acte délictueux? Ce DVD, et le président ne l'a pas précisé, il est effectivement pornographique, mais aussi homosexuel. Il faudra attendre le 17 mai 90 pour que l'Organisation mondiale de la santé raye l'homosexualité des maladies mentales. 1990, il y a peu. Mais la Cour se moque aujourd'hui du caractère homosexuel de la vidéo dont il est question. Le ministère public demande donc à ce que le caractère homosexuel des DVD soit sorti des débats. Enfin, s'agissant d'un adulte chez lui, qui peut regarder ce qu'il veut, le ministère public demande également que le caractère sexuel soit tout simplement sorti des débats. Un adulte qui peut, chez lui? Ah, ça vous surprend? Mesdames et messieurs les représentants d'établissement, ici, vous êtes surpris? Mais vous dites bien, tu n'es pas chez toi ici, mais hébergé. Tu dois te soumettre aux règles de la vie en communauté. Alors je vous interroge, pourquoi les appelez-vous des résidents? En vous interrogeant même parfois sur l'usage d'un participe présent. Résident ANT, résident ENT. Pourquoi ne les avez-vous pas appelés tout simplement les habitants? Qu'est-ce que nous dit le droit? Venons-en sur de la technique. Nous allons commencer par l'article 102 du Code civil. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Nous allons poursuivre dans le même Code civil, article 108-3, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
Continuons encore un peu plus loin et regardons sur les personnes protégées. L'article 459.2 du même Code civil. La personne protégée choisit son lieu de résidence. Nous avons là des vocables différents, le domicile et la résidence. Est-ce la même chose? Dans notre esprit dopé de linguistique française, il nous semble pareil. Et c'est sans doute cela qui perturbe effectivement notre regard autour du droit, car il crée des droits différents. Pour résumer de façon incomplète, mais pour éclairer le jury, le domicile, c'est l'endroit où l'on a son adresse administrative. La résidence, c'est là où on vit habituellement, là où on choisit de s'installer. Bref, le droit est là pour rappeler que vivre en établissement, c'est avoir une adresse, avoir un lieu de résidence, être habitant de la commune d'implantation de cet établissement. Et l'article 11 du Code électoral nous rappelle même que le résident en établissement est électeur de cette commune. Bref, l'institution, c'est avoir un lieu particulier. Un endroit où la chambre est protégée par l'article 9 du Code civil. Chacun a le droit au respect de sa vie privée. L'institution, c'est votre espace de travail? Allez-vous me dire? Oui. Mais c'est également leur lieu de vie. Franchir la porte de la chambre, c'est comme passer du palier de l'immeuble à votre appartement, de la rue à la maison. J'en viens maintenant aux peines demandées par le ministère public. Bien, effectivement. Sur l'atteinte à la vie privée et le non-respect de l'article 9 du Code civil, le Code pénal aborde, dans son article L226.4, l'introduction dans le domicile d'autrui. Dans le domicile d'autrui. Donc, anomalie des institutions, si elles sont une résidence ou un habitat, l'article L122.2 du Code de l'action sociale et des familles nous dit que l'accueil en établissement, s'il est constitutif d'une résidence, n'a pas la caractéristique pour devenir un domicile. Alors en effet, l'article 9 du Code civil nous rappelle, à travers l'article L311.3 du Code de l'action sociale et des familles, que ces obligations ont une portée d'intention, mais que la contrainte pénale ne peut rien signifier de l'infraction. Nous voici donc face à une limite de la plainte sur l'infraction. Cette introduction ne pourra donner lieu à poursuite. Alors, venons-en maintenant au vol du DVD. L'article L311.1 du Code pénal nous indique que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'article L311.4 du Code pénal nous dit que le vol est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de ses missions. Et c'est donc le cas aujourd'hui. Donc, maître, votre réquisitoire final. Lorsque le vol porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 € et qu'il apparaît au moment de la constatation que l'infraction de la chose a été restituée à la victime, le préjudice, c'est tout simplement une amende forfaitaire de 250 à 600 €. Or, il apparaît que le DVD n'a pas été restitué au moment de l'infraction. Pour reprendre les termes employés, Monsieur Lubin n'est pas en dessous des lois. Et l'institution n'est pas au-dessus des lois. Ce n'est pas un simple vol de DVD qui est jugé aujourd'hui, c'est un rappel. Nous sommes libres et égaux en droit, ni soumis, comme vous le dites. Je vous demande donc de condamner l'institution au versement de 10 000 € de dommages et intérêts. Bien, merci. D'amende. Donc nous allons maintenant faire venir à la barre le plaignant, M. Gérard Lubin, pour qu'il nous explique lui-même la situation qu'il a vécue. Monsieur Lubin, si vous voulez vous présenter.
On dit toujours que la justice est lente, mais c'est normal, il faut qu'elle prenne son temps. Monsieur Lubin, vous êtes ici en tant que demandeur. Je vous demande donc de ne dire que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on entend? Je le jure. Tout le monde entend? Alors, pouvez-vous nous dire, monsieur Lubin, nous raconter de votre point de vue, qu'est-ce qui, en général, au-delà de cette subtilisation ou vol de DVD, quelle est l'ambiance que vous vivez au quotidien dans cette institution? Je ne suis pas respecté. Pas du tout. On rentre chez moi, on rentre chez moi sans frapper. Oui. Tout le monde monte. On rentre chez moi sans frapper. Ah, il n'est pas allumé derrière. Si, il est allumé derrière. Il est vert, hein. Il est vert, il est vert. Vous entendez bien ou pas? Ah. Eh ben, je suis content qu'on m'entende enfin. Parce que, franchement, dans cette institution, j'ai droit, on ne respecte pas mon droit. Les gens rentrent dans ma chambre sans même frapper. Et même s'ils frappent, ils rentrent tout de suite. Déjà là, je trouve qu'il y a un problème. En plus, lorsque je pars en vacances, et lorsque je reviens, je vois qu'on a mis à disposition de quelqu'un d'autre ma chambre. C'est à moi. Et on m'a rien dit, on m'a pas demandé mon avis, on m'a rien demandé, on a mis à disposition ma chambre, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. En plus, cette personne ou quelqu'un, enfin, je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est quelqu'un de l'institution, a pris mon DVD. Oui, a pris mon DVD. Avez-vous demandé à ce qu'on vous le restitue? Bah, bien sûr. Et pour l'instant, non, rien. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? On m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir ce type de DVD. Or, je veux dire, je suis à l'institution, c'est pour être protégé, c'est pas pour qu'on m'empêche de vivre ma vie affective et intime. Moi, voilà, je suis homosexuel, je regarde des DVD d'homosexuels, c'est tout. Je veux dire, n'importe qui à l'extérieur de l'institution peut aller acheter un DVD de ce type. C'est légal. Vous allez dans n'importe quel magasin, vous repartez avec, personne ne vous dit rien. Alors que ici, dans l'institution, j'ai pas le droit. C'est pas normal. Une dernière question, monsieur Lubin. La défense de l'institution dit que vous avez souvent un caractère revendicatif, que vous êtes difficile, voilà, vous êtes jugé comme une personne difficile qui se plaint très souvent. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question-là? Si j'avais aucune raison de me plaindre, je ne me plaindrais pas. Hein. Ils sont toujours là sur mon dos en train de me dire que je ne suis pas chez moi et que je dois faire ce qu'eux ils veulent. Mais moi, je suis libre. C'est pas une prison ici. Enfin, je ne savais pas que j'étais condamné à être dans une institution carcérale. C'est pas que je sois difficile, hein, c'est que... Et encore, je vous parle même pas de la bouffe. Un autre sujet. Bien, on vous remercie pour votre témoignage. Nous allons maintenant donc donner la parole à la partie civile qui donc fait prévaloir les droits de M. Lubin. Oui, c'est bon, merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur Lubin, que vous venez d'entendre, a décidé de se porter partie civile parce qu'il considère qu'il a subi un dommage pour lequel il souhaite être indemnisé. Alors, comme vous le savez, le préjudice, comme on l'appelle en droit, peut revêtir plusieurs formes. Il peut être matériel, il peut être physique. En cas de blessure, il peut être moral. Ou bien, ça peut être ce qu'on appelle le prix de la douleur, le pretium doloris, tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire des souffrances. Bon. Dans le cas de M. Lubin que vous venez d'entendre, lui, il prétend
et il affirme, et je vais vous démontrer qu'il a subi 2 types de préjudices. Un premier préjudice matériel, qui va être relativement simple à vous expliquer, et un second préjudice, c'est le préjudice moral, sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus. Le préjudice matériel, vous l'avez bien compris, c'est la disparition de ce DVD. Bon. Outre le caractère de vol de ce DVD, M. Lubin est injustement privé de quelque chose dont il est propriétaire. Et donc, à ce titre, il demande à une compensation en argent qu'il estime à 50 €. Alors, vous me direz, 50 € pour un DVD, c'est peut-être un petit peu cher. Cela dit, il va falloir le retrouver. Il n'est pas certain qu'il soit toujours disponible. Il va falloir payer les frais de port, etc., etc. Donc, première demande, nous demandons 50 € au titre du préjudice matériel lié à la disparition de ce DVD, qui ne lui a pas été restitué. Le second préjudice, c'est le préjudice moral. Alors, comme ça vient de vous être rappelé, le préjudice moral est défini en droit comme une atteinte au sentiment de la victime, tel que son honneur, sa réputation, ou son affection, ou tout simplement son intimité. Monsieur le Président l'a rappelé et Monsieur Lubin l'a confirmé, il a été victime à la fois d'une atteinte à sa vie privée, d'une part, et d'autre part, il a été porté atteinte à son espace privatif que constitue sa chambre. Concernant sa chambre, c'est-à-dire les entrées et les immixtions permanentes sans son consentement dans sa chambre. Alors, M. Lubin ne l'a pas précisé, mais enfin, dans l'établissement, les professionnels passent leur temps à critiquer la décoration de sa chambre, quoi je me mêle. Un désaccord sur son orientation sexuelle, eh ben oui, c'est comme ça. Moi, je ne me mêle pas de l'orientation sexuelle des uns et des autres, alors bien évidemment dès lors que tout cela se fait dans l'intimité de la vie privée. Mais surtout, c'est particulièrement inacceptable de la part de professionnels du travail social qui sont en charge de protéger et d'accompagner M. Lubin. Par ailleurs, et c'est surtout cela, c'est l'atteinte à son intimité. Alors, je vais quand même rappeler 3 textes importants, sans m'y attarder davantage. Il y a tout de même... Maître, si vous pouvez faire un peu court quand même. Je vais faire court, Monsieur le Président. Il y a 3 textes qui prévoient la protection de l'intimité. Le premier, Monsieur le procureur en a parlé, c'est l'article 9 qui prévoit que chacun a droit au respect de l'intimité de sa vie privée. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que les personnes qui sont connues, qui font l'objet de paparazzade, demandent des dommages et intérêts. Bon. Alors, M. Lubin n'est pas une personne publique à qui on a volé l'intimité de sa vie privée, mais il a également droit à cette protection. Le second est prévu par le Code de l'action sociale et des familles, dans le chapitre sur le droit des usagers, qui prévoit que chacun a droit au respect de la dignité, l'intégrité, la vie privée et son intimité. Bon. Et enfin, il y a un troisième texte que tout le monde connaît dans l'institution, puisque c'est la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui est affichée dans les établissements et qui prévoit que la réalisation de la prise en charge et de l'accompagnement implique le droit à l'intimité qui doit être préservé. Alors ainsi, comment peut-on, avec tous ces textes, comprendre qu'il y ait eu autant d'atteintes à la vie privée et à l'intimité de M. Lubin? Alors, pour ne pas parler très juridiquement, vous imaginez bien que tout cela n'a pu se faire qu'avec la complicité de l'institution générale et notamment de l'encadrement. Mais surtout, le plus grave, à mon sens, ce sont les intimidations particulièrement odieuses qui ont été proférées à l'encontre de M. Lubin. Je vous rappelle quand même que M. Lubin est en situation de handicap, que s'il est accueilli en établissement,
c'est vraisemblablement pas de sa propre initiative. Alors quand on lui dit que s'il n'est pas content, il n'a qu'à se trouver un logement et qu'il n'est pas chez lui ici et qu'il est hébergé, franchement, vous imaginez que M. Lubin est là par plaisir. Vous imaginez bien que si M. Lubin pouvait faire autrement, eh bien, il y a bien longtemps qu'il aurait quitté l'institution pour vivre pleinement sa vie dans un logement autonome. Et enfin, c'est véritablement un discours qui est en totale contradiction avec les missions même d'une institution médico-sociale, qui est d'accompagner, de protéger et de prendre soin. Bien. Alors, dans ces conditions, sur l'atteinte à la vie privée et à l'intimité, M. Lubin demande à l'établissement de lui verser 15 000 € de dommages et intérêts. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Eh ben oui. La parole est à la défense, maître Fluder. Oui, maître, c'est ça, c'est exactement ça, un petit peu plus. Alors je ferai un petit peu plus court, puisque c'est ma spécialité. Alors, s'il vous plaît, on va commencer comme ça. Alors, de toute évidence, et je pèse mes mots, nous nous trompons ici lourdement de victimes. Oui, nous nous trompons de victimes, tout à fait. Quelle honte, quelle honte, quelle indignité. Pour paraphraser un ancien président de la République catalonnette, bon, bref, je ferme la parenthèse. Non, l'établissement que je représente, Madame Beaulieu, ici présente, est indigné par ce faux procès. Non, Madame Beaulieu, ainsi que son établissement, n'ont jamais eu pour vocation de tourner le dos aux homosexuels. Et soyez certains qu'elle ne le fera jamais. Non, bien sûr, c'est évident. Et quelle indignité encore, mais quelle indignité d'ignorer, comme vous le faites, le dénuement dans lequel se trouve le secteur social et médico-social. Imaginez les difficultés auxquelles sont confrontés ce secteur. Déficit d'image. Parce qu'il faut en parler. Des salaires peu attractifs. Et oui, parlons-en. J'imagine qu'il y a des personnes concernées ici dans la salle. Des recrutements compliqués. Et un recours croissant à l'intérim. Des salariés fatigués. Fatigués, très fatigués. Je le vois dans l'assistance, certains sont très fatigués. Beaucoup même envisagent de changer de métier. Que dire encore des financeurs, dont les bourses sont vides. Oh, les chanceux. Mais revenons-en aux faits et à l'affaire qui nous occupe. J'ai ici le fameux DVD. Il suffisait de chercher. Pas besoin de frais de port. P-O-R-T, hein, bien évidemment. L'objet du délit, donc le DVD susnommé Le Seigneur des Anneaux, Seigneur avec un A. Je précise. Une précision de taille, si je puis me permettre, car cette version du film n'est en rien comparable avec l'œuvre originale, comme vous pouvez l'imaginer, et j'en sais quelque chose puisque ma conscience professionnelle m'a obligé à regarder cette œuvre dans son intégralité. 3 heures de visionnage. Visionnage de scènes de culte, totalement détournées, évidemment, avec des acteurs certes très investis physiquement, mais au dialogue totalement inconsistant, hein, fait de oh, non, pas par là, non, pas dans les cheveux. Au passage, je ne félicite pas la direction artistique, hein, et encore moins la mise en scène. Quant au casting, j'ai pu remarquer que le rôle de Bilbo le Hobbit, rebaptisé Bilbo le Zombie, pour rester dans le ton de cette libre adaptation, n'avait même pas été confié à un acteur de petite taille. Alors qu'il y en a, j'en connais. Au moins un. Qui aurait été ravi de participer à cette œuvre cinématographique. Mais bref, là n'est pas le propos. Ce que je tente de vous dire par là, ou par là, enfin par où vous voulez, c'est que la fourberie de M. Lubin, en faisant passer ce vulgaire navet pour un film d'héroïque fantasy, ou plutôt d'érotique fantasy,
Monsieur Lubin savait qu'il commettait là une faute. Un manque de respect vis-à-vis de l'institution qui l'héberge en essayant de fausser la vigilance de ce salarié qui a tout de suite découvert le stratagème machiavélique. Donc plutôt que de l'accabler, ce salarié, je souhaiterais que nous le félicitions pour son professionnalisme qui l'a enjoint à non pas voler, mais confisquer ce DVD dont les images, encore une fois, auraient horrifié les habitués les plus fidèles de la fistinière. Bref, ce salarié qui, comme moi, a dû prendre sur ses RTT, rendez-vous compte, pour visionner le contenu de ce DVD afin de confirmer ses doutes, car comme à chacun de nous, oui, le doute l'habite, vous ne pouvez pas passer à côté. Outre les heures de travail non rémunérées, j'ajoute le traumatisme dont a été victime ce salarié consciencieux. Et tout cela sans demander un seul euro de dédommagement pour les nombreuses séances de psy que cette personne a dû suivre, sans compter les dépenses d'électricité, hein, bah oui, évidemment, pour faire fonctionner sa machine à laver, et même pas aux heures creuses, hein, pour détacher ses draps, sa housse de couette Mickey, trempé de sueur et autres liquides corporels que je ne saurais nommer, causés par des nuits enfiévrées à la vision de ces horreurs que seul un homme aux pensées lubriques comme Stanley ne pourrait supporter. Et cet homme, c'est fou, monsieur Lubin. Car il ne vous suffisait pas, non, d'être handicapé, noir et homo. Il fallait y ajouter la perversion. Alors autant pour les trois premiers, on peut que compatir, mais la perversion, est-ce là la vocation de cet établissement d'accéder à un tel niveau de tolérance? Eh bien non. Songez, j'en avais parlé, je rebondis là-dessus. L'argent dédié à la santé et au bien-être des plus fragiles d'entre nous, déjà faiblement pourvu, rendez-vous compte, 12,5% d'augmentation au poste alimentation. Rendez-vous compte. Alors, monsieur Lubin, je vous le dis, la morale de cette histoire, comme aurait très bien pu le dire Jean de La Fontaine, qui n'a rien à voir avec la femme. Monsieur Lubin, je vous le rappelle, manger ou se branler, il faut choisir. Sur cette conclusion qui fera sans doute réfléchir pas mal d'entre vous, je le vois déjà, la réflexion commence. Je laisse la parole à Madame Beaulieu, directrice de l'établissement. À la barre, madame. Madame Beaulieu, donc directrice de l'établissement, qui est l'objet de la plainte. Enfin, voilà. Vous pouvez baisser un peu le micro. Voilà, ça sera mieux pour vous. Bien, faisons court, Madame Beaulieu, hein, si on peut. Voilà, quel est, au-delà de ce que a pu nous éclairer Maître Flüder, quelle est votre position à vous? Et notamment, j'aimerais vous entendre surtout, parce que cette histoire de DVD est un peu compliquée, surtout sur les plaintes récurrentes quant à l'absence de respect de l'intimité de M. Lubin. Alors, il faut savoir que on est quand même tenu à une certaine sécurité et que nous sommes un lieu commun. Donc, du coup, effectivement, parfois, les gens peuvent se sentir dans leur intimité un peu bousculés. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on manque de personnel. Et que du coup, ils ne sont pas toujours qualifiés. Et on n'a pas toujours le temps de les qualifier. Alors des fois, ils font des bêtises. Alors après, je les gronde. Je leur dis « Ah non, ça, faut pas faire ça !» Mais c'est trop tard. Et puis, ce monsieur, il crie beaucoup, il n'est jamais content. Alors,
mince, nous, on essaye de faire bien, quoi. Il a une chambre. Alors, il dit qu'on a prêté sa chambre. Ben oui, mais on avait des travaux. Et quand on fait des travaux, eh ben, il ne faut pas qu'on perde de prix de journée. Donc du coup, effectivement, il était en vacances, on a redonné sa chambre à quelqu'un, le temps de refaire les travaux dans la chambre de la personne qui occupait sa chambre. Je vois pas trop où est le problème. Nous, on doit avoir un prix de journée et un résultat parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. C'est pas l'inflation, personne n'en a tenu compte. Le Ségur, personne n'en a tenu compte. Quand on fait des remplacements avec des contrats d'intérim, ça coûte cher. Bien, bon, on ne peut pas résumer cette histoire des problèmes d'argent. Hein. Ça, c'est un autre problème. Hein. Éventuellement, plaignez-vous comme vous voulez auprès de l'État, si vous voulez. Donc, avez-vous autre chose à ajouter ? Bah, peut-être qu'on va essayer de travailler sur des formations, sur l'autodétermination, peut-être. Hein. Voilà. Et puis. C'est peut-être une bonne idée, effectivement. Voilà, oui. Merci, très bien. Président. Merci. Madame Beaulieu, merci beaucoup. Maître, si vous voulez juste conclure. Désolé, le temps qui nous est imparti, Monsieur Lubin, ne nous permet pas de vous redonner la parole. C'est peut-être pas plus mal. Alors. Merci. Article 121.3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Et dans cette affaire, s'il ne peut y avoir tout au plus, comme vous l'avez très bien dit, Madame Beaulieu, une maladresse commise par ignorance, je demande purement et simplement la relaxe de mon client, ici représenté par Madame Beaulieu. Quant à vous, parce que je n'en ai pas terminé, Monsieur Lubin, encombrer les tribunaux avec des histoires pareilles. J'ai envie de citer Maître Dupont-Moretti, célèbre avocat du temps de Pythagore, Thalès et autres théorèmes, qui disait ceci: Justitium parafarem branlum. La justice, c'est pas fait pour les branleurs. Voilà. Merci. Bien. Alors, en attendant donc les questions qui vous sont posées au jury, la Cour se retire avant la fin de l'audience. Je crois que c'était avant l'éjaculation. Merci beaucoup. Avant de passer vous voir pour vous poser quelques questions, je vais appeler les prochaines personnes pour l'audience suivante. Michel, Hervé toujours, Alejandra, Frédéric toujours, Christophe, Maëva Bordier. Vous êtes appelés pour vous rapprocher de la barre. Et en attendant, avec Elisa, ici présente, qui lève le bras, on va passer parmi vous et on va vous poser quelques questions par rapport à ce que vous venez d'entendre. À chaque fois, je vais poser une question, vous me répondez. Elisa, pareil, vous passe le micro pour la même question et on fait ça sur 3-4 personnes, puis on passe à la question suivante si ça vous va. La première question, c'est d'après vous, y a-t-il eu soustraction frauduleuse du DVD ? À savoir, est-ce que le DVD lui a été retiré de manière illégale, allons-nous dire, si on veut le faire simple. Je te passe le micro. Est-ce que d'après toi, oui ou non, il y a eu soustraction frauduleuse du DVD ? Oui. Très bien. On a un oui pour l'instant. Attends, allume ton micro. Hein ? Voilà. Est-ce que vous pensez que le DVD a été pris de façon frauduleuse ? Bah oui. Oui, oui. Très bien, 2 oui. Pour l'instant, ça fait l'unanimité. On va se balader par là. Je vais venir vers vous. Ah. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous acceptez ? Oui, oui. Est-ce que d'après vous, le DVD a été soustrait de manière frauduleuse ? Évidemment. Évidemment, carrément. On n'a aucun doute. Est-ce que vous pensez que le DVD a été pris de façon frauduleuse ?
Je sais pas, je laisserai la justice trancher. On a le droit. On a donc 3 oui et 1 ne se prononce pas. C'est autorisé. Question suivante. D'après vous, l'institution est-elle coupable de vol? Monsieur, si je vous demande à vous, est-ce que vous acceptez de répondre? Oui. Oui, les deux côtés, oui. L'institution est coupable de vol? Coupable de vol. Un premier oui. On a carrément des volontaires maintenant. Si vous voulez, vous êtes volontaire. Très bien, si vous êtes volontaire pour répondre. Confisqué. Hop, je vais passer. Hop, on va passer. Donc, hop. Moi, j'ai oui parce que c'est pas bien de voler un DVD sans la permission et je trouve que l'association devrait avoir une amende ou une peine pour monsieur. Très bien, donc là en plus on est sur des propositions de peine. D'accord. Alors moi je pense que oui, c'est un acte frauduleux et que la justice des fois n'est pas vraiment juste, des fois ça peut l'être, des fois non. Vas-y. Moi non. Moi c'est bien passé, c'est bien passé. Donc, pour l'instant, on est sur une majorité de si. Attends, tu peux rester vers là-bas pour la question suivante. On est sur une majorité de si, pareil, pour l'instant, donc, sur les 2 premières questions, ça donne lieu à une condamnation. Troisième question, y a-t-il des circonstances aggravantes en raison de la vulnérabilité de la victime, d'après vous? Vous vouliez répondre, est-ce que vous voulez toujours répondre à cette question? Oui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est grave Est-ce que c'est plus grave parce que la personne est en situation de vulnérabilité? Oui. Très bien. Oui, car du coup, ça donne un niveau de faiblesse sur la personne et du coup, c'est pas très philosophique. Est-ce qu'on a des volontaires pour répondre encore? Non, il n'y a pas de volontaires, vous êtes timide comme ça? N'ayez pas peur. Peu importe qu'il soit de handicap ou pas, ça donne pas le droit de lui prendre ses affaires. De toutes les façons, c'est un acte qui n'est pas du tout beau à voir. Donc pareil, pour l'instant on est sur une majorité. Et dernière question, quel montant de dommages et intérêts faut-il accorder à la victime? D'après vous, combien est-ce qu'il faudrait donner au plaignant, Gérard, d'indemnisation? 2000 par là? Aux alentours de 2000 €, très bien. Qui dit Alors, mieux, le juste prix? Combien ah. on a eu un 8000 Je déjà. vais rester là en fait. Ah non, on avait eu 2000. Alors moi je proposerais 12 millions d'euros. On est à 12 millions d'euros. Qui dit mieux? Ici on est sur le million carrément là. C'est 12 millions. 12 millions. 12 millions, très bien. Bon. Je crois que l'établissement ne pourra pas. Hop. Quelqu'un voulait donner? Combien de dommages et intérêts? 1 milliard. 1 milliard. Ouh! On s'accorde aux alentours du million, visiblement. Il a dit 1 milliard. Ah, 1 milliard? Oui. Ah, autant pour moi, désolé. 1 milliard, vraiment, on a monté. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, non, c'est pas les enchères, je suis navré pour vous. Je le rejoins à 1 milliard parce que si on va compter, si on va dire que ça a été une expérience traumatisante, il aura besoin de séances de psy. Lui, c'est pas non plus le seul dans l'établissement qui a vécu ça, donc il y aura aussi des séances de psy pour les autres. Donc c'est vraiment, c'est coûteux quoi. Ça fait cher la séance de psy, mais soit. Voilà, c'est le milliard. Je ne juge pas. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième situation. Non, je donne le... Ah, tu peux donner. Ah, désolé, je connais rien à la justice. Alors, Monsieur le après Président. audition et l'avis de notre public, voilà la décision de la Cour. Concernant le vol du DVD, nous considérons que le vol n'est pas vraiment établi, la notion de vol. Et nous demandons par contre à ce qu'il soit restitué, simplement. Par contre, concernant l'ambiance générale, le mépris, un certain mépris de la vie privée et de l'intimité de M. Lubin, et pour inciter l'établissement, effectivement, comme l'a suggéré
la directrice tout à l'heure à se mettre dans une disposition de changement, etc., nous condamnons l'établissement à la somme pour préjudice moral de 5 000 €. C'est presque le milliard. Bon.